Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'en profite pour afficher l'Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'ajouter et m'envoyer vos nouveaux sujets. Il y a quelques jours, un baron de la communauté m'a envoyé un message privé avec une question très intéressante. La voici. Le Doc, peux-tu analyser le Dark Academia? Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Mais avant toute chose, il y a une question qui brûle vos lèvres. Qu'est-ce que le Dark Academia? Eh bien, il s'agit d'un mouvement esthétique qui est né d'une sous-culture Internet et qui a pour but de mettre en avant, de valoriser l'esthétique des universités élitistes anglo-saxonnes, comme par exemple Oxford, Cambridge ou des universités d'élite américaines de la Ivy League, comme par exemple Harvard. Donc même si c'est un mouvement qui est profondément lié à cet univers des universités anglo-saxonnes, il n'en demeure pas moins que ça touche à tout un tas de thématiques. Par exemple, les vêtements, la musique, la littérature, la poésie, l'art en général ou même l'architecture. Ce qui est très intéressant dans ce mouvement esthétique, c'est qu'il y a également une notion de nostalgie. C'est comme si le mouvement avait conscience qu'il était en train de défendre, de valoriser un univers qui était en train de disparaître, de mourir. Et c'est pour cette raison que très souvent, dans les clichés qui appartiennent au Dark Academia, il y a des couleurs assez sombres, souvent du noir, du marron, etc. Et il y a très fréquemment une saison qui est mise en avant, il s'agit de l'automne, pour justement appuyer sur une sorte de mélancolie. Pour vous donner un exemple, je pense que le film Le Cercle des Poètes Disparus coche toutes les cases de l'esthétique qui est propre à ce mouvement du Dark Academia. Et j'ai déjà analysé ce long métrage que j'affectionne particulièrement sur la chaîne. Mais alors, on peut se poser une question, d'où ça vient concrètement? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la popularité du Dark Academia? Alors, j'ai essayé de faire mes recherches et j'ai lu de nombreux articles sur la question et c'est très difficile d'avoir une date précise. C'est souvent le cas lorsque l'on parle de mouvements issus de la culture Internet. Néanmoins, je suis arrivé à la conclusion suivante. Les balbutiements du Dark Academia remontent à 2015 avec le réseau social Tumblr, qui est une sorte de mélange entre Facebook et Instagram. Par contre, Tumblr, ça s'est petit à petit cassé la gueule et c'est pour ça que Instagram a gagné en popularité et que donc le Dark Academia a continué à se développer sur Instagram. Mais le Dark Academia a commencé à exploser en popularité à partir de 2020 avec l'émergence de TikTok et surtout pendant la pandémie. Pourquoi? Parce que la plupart des étudiants étaient chez eux comme des cons à suivre des cours en visioconférence et donc il y avait une sorte de fantasme et de nostalgie par rapport à l'université, vu que de toute façon, toutes les facs étaient fermées. Alors même si la majorité des étudiants ne font pas leurs études dans des facultés élitistes, il n'en demeure pas moins que c'est un moyen pour eux de s'évader parce que pendant la pandémie, c'était pas de la tarte, c'était la chambre étudiante ou bien l'appartement pourri et c'était très dur, c'était une boucle perpétuelle, donc c'était un moyen de s'évader. Je pense également que le film Oppenheimer de Christopher Nolan a joué un rôle non négligeable dans le regain d'intérêt pour le Dark Academia, parce que le réalisateur a décidé, notamment dans la première partie du film, de revenir sur le parcours universitaire de Robert Oppenheimer. Et ainsi, on retrouve de nombreux plans qui ressemblent à ce que l'on peut retrouver dans le Dark Academia, parce qu'il y a une volonté pour Christopher Nolan de valoriser le monde universitaire, notamment avec l'université de Berkeley. Alors c'est bien beau de parler de TikTok comme d'un accélérateur de particules qui a permis de populariser le Dark Academia, mais ça n'explique pas pourquoi il y a autant d'intérêt par rapport à cet univers précis qui est, on peut le dire, un univers de niche. Et en réalité, c'est assez simple à comprendre parce que le Dark Academia est totalement à contre-courant par rapport à la modernité. Je m'explique. Tout d'abord, dans ce mouvement esthétique, on retrouve un intérêt très important pour l'architecture et pour plusieurs types d'architecture, à la fois classique, néoclassique ou bien un style que l'on appelle gothique collégial que l'on retrouve dans la plupart des universités d'élite anglo-saxonne. Et forcément, un individu lambda qui va par exemple vivre dans n'importe quelle ville de France ne va pas voir très fréquemment des bâtiments de ce type, ou du moins pas dans les bâtiments les plus modernes, parce qu'il y a une idée qui prime aujourd'hui en architecture, c'est le rationalisme. L'idée, elle est assez simple, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est pas la beauté du bâtiment,
finalement, c'est pas l'esthétique, c'est sa fonction. La fonction prime sur le reste. C'est-à-dire que par exemple, les universités ont un objectif, recevoir des étudiants pour leur inculquer un savoir. Et c'est tout. Donc, on ne va pas perdre plus de temps avec des ornements ou des boiseries. On va faire le strict minimum. On va gagner du temps et de l'argent. Et surtout, il y a aussi une idée derrière tout ça. Une idée de table rase. De clairement repartir sur de nouvelles bases. Et on retrouve ce rationalisme à la fois dans le brutalisme ou le minimalisme. Ainsi, le Dark Academia permet de remettre en valeur cette architecture qui petit à petit disparaît parce que les nouveaux projets ne se focalisent pas sur cette architecture, que ça soit classique, néoclassique ou gothique collégial. Ensuite, il y a la question du style vestimentaire. Vous le savez, le style vestimentaire qui prime aujourd'hui, c'est le streetwear. Casquette, sweat, jogging, basket, sneakers, bref, c'est omniprésent. Il y a eu une uniformisation du style vestimentaire dans l'espace public. Et justement, le Dark Academia va à contresens de tout ça, dans la mesure où c'est la mise en avant d'un style plus classique, plus élégant et qui se rapproche par exemple de l'art sartorial. Pour les hommes, ça va être des vestes en tweed, des chemises, des cravates club, des pantalons un peu élégants, notamment taille haute, le gourka, des chaussures habillées comme par exemple les Richelieu ou des Oxford, et enfin des montres vintage. En fait, ce n'est pas étonnant parce qu'il y a depuis quelque temps un retour de l'élégance masculine. Il suffit de voir par exemple les scores d'Hugo Jacomet à la fois au niveau de ses vidéos et de ses podcasts, et surtout il y a le retour du style préppy et du style old money qui est devenu extrêmement populaire depuis maintenant à peu près 2-3 ans. Ainsi, le Dark Academia, là encore, est dans une logique de contre-proposition en montrant des vêtements qui ne sont pas dans cette logique d'uniformisation et que l'on voit peu dans l'espace public. C'est-à-dire que le simple fait aujourd'hui de porter un costume, voire par exemple une cravate, c'est presque être rebelle. La musique tient également une place très importante à l'intérieur du mouvement Dark Academia. Pourquoi? Parce qu'on retrouve sur YouTube des playlists estampillées Dark Academia avec des grands compositeurs comme Mozart, Beethoven, Wagner, et ces playlists cumulent des millions et des millions de vues. Ce qui est très cocasse lorsque l'on sait qu'actuellement, le style qui est le plus écouté chez les jeunes, ça reste le rap, et d'ailleurs c'est lié au style vestimentaire du streetwear. L'un ne va pas sans l'autre en fait. Et enfin, forcément, vu que le Dark Academia est très lié à cet univers des universités, et donc un univers très studieux, il y a un intérêt pour la littérature, la poésie, et même les arts en règle générale. Et c'est pour ça que souvent, il y a des auteurs qui sont mis en avant. Il y a par exemple Oscar Wilde, Nietzsche, Dostoïevski, Stendhal, Victor Hugo ou bien même Shakespeare. Il y a également la mise en avant des grands textes fondateurs de notre civilisation comme l'Iliade et l'Odyssée. Et en fait, le Dark Academia met en valeur le fait de lire par exemple dans une bibliothèque ou même d'étudier, ce qui est une bouffée d'oxygène lorsque l'on voit que notre société ressemble de plus en plus à Idiocratie. Donc en fait, lorsque l'on regarde toutes ces thématiques, on voit que à chaque fois, systématiquement, le mouvement Dark Academia est à contre-courant. C'est une contre-proposition par rapport à l'uniformisation de la modernité. Et ça fait du bien. Mais bien sûr, il est possible d'émettre un certain nombre de critiques à l'encontre de ce mouvement du Dark Academia, parce qu'il y a des failles qui sont clairement visibles. Tout d'abord, c'est assez stéréotypé, c'est aussi une vision fantasmée des universités qui ne sont pas accessibles pour le commun des mortels. Il y a également la volonté de se placer une étiquette, de rentrer dans une case en cochant le cahier des charges du Dark Academia, etc., etc. C'est-à-dire qu'on peut se poser une question qui est assez légitime. Est-ce que ceux qui se reconnaissent dans ce mouvement le font parce que objectivement ils aiment ça, ou alors c'est juste pour se donner un genre, pour se donner une contenance? Et vu que c'est un mouvement qui est issu de la culture Internet et qui vient d'abord des réseaux sociaux, il y a quand même malgré tout une logique narcissique. Mais malgré ces critiques qui sont légitimes et qui sont audibles, j'ai une vision plutôt positive du mouvement Dark Academia. Et j'ai voulu avoir l'avis d'un homme que vous connaissez bien, il s'agit d'Emmanuel. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous connaissez déjà Emmanuel, il s'agit d'un franco-américain qui fait ses études à Oxford et qui m'a invité il y a de cela
quelques mois à son collège, parce que l'université d'Oxford, ce sont plusieurs collèges, pour effectuer une conférence sur Christopher Lasch. Et donc, j'ai gardé contact avec Emmanuel parce que c'est un super type et j'ai voulu avoir son avis par rapport à l'émergence de ce mouvement esthétique parce que lui, il baigne dans cet univers au quotidien et je voulais avoir sa vision des choses. En fait, pour lui, le fait qu'il y ait un regain d'intérêt par rapport aux universités anglophones élitistes, ce n'est pas lié au hasard. Si ça arrive en 2023, c'est pas grâce à l'opération du Saint-Esprit. En fait, cela s'explique par le fait que ces universités sont en danger de mort. Car en effet, pour Emmanuel, ce qui a fait le succès de ces dernières, ce qui a contribué à leur rayonnement, c'est une forme de conservatisme purement britannique qui est basé sur l'idée de compromis. Ce compromis qui résulte du conservatisme britannique, c'est un échange des idées par le biais du débat, par le biais de la liberté d'expression, dans le but d'avancer ensemble en tant que corps social. Mais le souci, c'est que désormais, dans la plupart de ces universités, il y a une minorité d'individus qui sont des adeptes de la grande déraison, qui ont des revendications multiples, comme par exemple le fait de ne pas aborder tel ou tel auteur parce que ce dernier serait raciste, sexiste ou bien homophobe au regard de nos critères actuels. Et donc, il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire que ce compromis est petit à petit détruit par des individus, des militants qui sont une minorité, mais qui sont extrêmement radicaux et qui ne laissent aucune place à la liberté d'expression et au débat, ce qui a fait pourtant la grandeur de ces dites universités. Et ce que m'a dit Emmanuel, ça m'a fait penser à un entretien de Viktor Orban qui a été réalisé par Tucker Carlson. Tucker demande donc au Premier ministre hongrois quelle est la différence entre une société conservatrice et une société progressiste. Et voici sa réponse. Pour lui, dans une société conservatrice, un individu va avoir des libertés et il va pouvoir jouir de ces dernières. Mais par contre, parfois, cet individu va devoir mettre son ego de côté, va devoir mettre ses revendications de côté pour aller dans le sens de la communauté. C'est-à-dire que si la majorité souhaite aller dans un sens, l'individu va devoir mettre de côté ses revendications, sa propre vision du monde. Donc pour Orban, ça signifie que dans une société conservatrice, ce qui va primer, c'est la collectivité, c'est le groupe. Le groupe prime sur l'individu et ses revendications. Mais dans les sociétés progressistes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce qui va primer, ce sont les revendications de l'individu sur le reste de la société. Et par contre, si toutes les minorités décident d'avoir des revendications et que systématiquement la société doit se plier à ces dernières, ça va très vite être le chaos parce que ces revendications peuvent être antagonistes. Et c'est justement ce qui est en train de se passer dans ces universités. D'ailleurs, certains critiques du conservatisme pourraient dire que c'est justement à cause de ce compromis et de cette liberté d'expression que le fruit s'est pourri avec le temps. Et on le voit dans les universités puisqu'ils empêchent certaines personnes de venir, d'avoir des conférences ou encore ils empêchent le fait que certains ouvrages puissent être étudiés. Donc pour faire simple, ce qui a fait le succès de ces universités est en train de mourir. Et pour Emmanuel, le fait qu'il y ait ce retour du Dark Academia, c'est comme une sorte de barreau d'honneur. C'est parce que certains sont conscients que ces universités sont en train de mourir qu'on essaye de les remettre sur le devant de la scène, de les valoriser, même si c'est une image fantasmée de ces dites universités. Ensuite, Emmanuel m'a parlé d'un autre paradoxe que j'ai trouvé extrêmement intéressant. En fait, il m'a dit que nombre des militants de la Grande Déraison, qui évoluent dans les différents collèges d'Oxford, sont en même temps des adeptes de cette culture, de ce mouvement du Dark Academia. Ce qui peut être extrêmement bizarre parce que d'un côté, ils ont des idées très arrêtées qui sont liées à la Grande Déraison, mais de l'autre, ils aiment l'esthétique du Dark Academia. Parce qu'en fait, pour Emmanuel, ces militants ne comprennent pas qu'il y a un lien direct entre l'esthétique de ces universités et une idéologie plus conservatrice, plus traditionnelle, avec également en toile de fond l'importance de la religion. Et en fait, ces militants qui rejettent pourtant toutes ces idées qui sont à la base de cette esthétique ne comprennent pas que tout ce qu'ils font au quotidien, notamment par leur tractation politique, c'est en train de détruire à petit feu l'esthétique de ces dites universités, même si ça se fait sur un temps
très long. Donc c'est risible de voir que ces militants de la Grande Déraison se retrouvent dans le mouvement Dark Academia alors que chaque jour, ils participent activement à sa destruction. Néanmoins, avec Emmanuel, on s'est mis d'accord sur une chose, c'est que il est possible de faire tout un tas de critiques par rapport au Dark Academia, mais par contre, c'est un mouvement qui peut être très utile dans un contexte en particulier. Imaginez que vous êtes un lycéen français, que vous évoluez dans un univers qui ne correspond pas à votre logiciel de valeurs, à vos goûts et à vos préférences, au niveau vestimentaire, musical et au niveau même de la littérature ou des arts, mais que malgré tout, vous n'ayez pas encore les références, c'est-à-dire des contre-propositions par rapport à cette uniformisation. Et un soir, vous allez tomber sur Internet sur ce mouvement du Dark Academia. Et à ce moment-là, ça peut être une porte d'entrée à tout un univers que vous n'avez pas encore connu parce que c'était beaucoup trop loin de l'univers dans lequel vous étiez en train de graviter. Donc là où le Dark Academia est très intéressant, c'est que ça peut être une porte d'entrée par rapport à de nouvelles références, que ça soit des références architecturales, des références au niveau du style vestimentaire, des ouvrages, de la musique ou des arts en règle générale. Par exemple, si ce jeune homme consulte du contenu Dark Academia et qu'il tombe sur un post qui met en valeur les ouvrages de Dostoïevski, ça peut être pour lui une nouvelle référence. C'est-à-dire qu'il peut découvrir un auteur dont il n'a jamais entendu parler auparavant grâce à ça, grâce au Dark Academia. Et c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, ça souligne le fait que selon certains sondages, il y a de plus en plus de jeunes hommes de la génération Zoomer qui embrassent des idées conservatrices, alors que les jeunes femmes du même âge, elles embrassent plutôt des idées en lien avec la Grande Déraison. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.